traité du... Rénal. Silence de Bernard Tapie et malaise au sein de la majorité, la nouvelle génération d'hommes politiques comme Michel Vauzel, Jean-Louis Bianco ou Bernard Kouchner déplorent ce qui s'apparente à une curée. Nous les écouterons. La Suisse ne cessera d'étonner. Que fait-elle pour lutter contre la drogue? Elle accueille ses toxicomanes et leur permet de se piquer en toute liberté. Nous vous proposerons à 19h50 le reportage très dur de Caroline Sins et Bernard Cohen. Avant de développer ces titres, détente. Allons à Roland-Garros pour apprécier tout d'abord la victoire de Forget contre le Brésilien Matar. Victoire à l'arraché. Serge Dian. C'est Steffi Graf qui a ouvert le bal à Roland-Garros. L'Allemande a mené le premier numéro de sa revue à sa guise avec en prime 2-7, 6-3, 6-1. René Simpson altère une proie facile pour la numéro 2 mondiale. Jim Courier, tenant du titre, est le mieux placé pour se succéder à lui-même. Depuis sa première victoire à Roland-Garros, l'Américain a acquis de l'assurance et a appris à moduler son tempérament explosif. Mais parfois, le naturel revient au galop, la force aussi. Et ses retours express sont de la même puissance. Chapeau, Jim. Poussé dans ses derniers retranchements dans le premier set, gagné par le Suédois Nicolas Krohn, les deux autres ont constitué une simple formalité pour l'Américain qui poursuit son bonhomme de chemin. On savait Guy Forget en disgrâce avec la terre battue. Si ses rapports avec la surface ocre se sont améliorés, le style de Guy parut emprunté. Le Brésilien Matar s'impose facilement dans le premier set. Le Français retrouve progressivement son toucher de balle et son approche du filet s'affine. Il empoche la deuxième manche. Finalement, poussé par un public acquis à sa cause, le Français se qualifie difficilement en 5-7 et en 3h55 minutes de jeu. Que ce match fut laborieux pour Guy Forget. Pete Sampras et Marc Rosset se défient du regard. Sur le court, même méfiance, pas le moindre cadeau. Rosset, défait dans le premier set, se ressaisit et gagne le second, 6-4. Sampras reprend l'avantage et au terme de cette course-poursuite, le Suisse et l'Américain ont remporté 2-7 chacun. Dans le cinquième, interrompu par la pluie, Sampras mène 4-2. Mais vous le voyez, la tradition est respectée. Il pleut encore, Dominique Champeau. Et oui, il pleut encore ici sur Roland-Garros et pourtant nous avions eu 15 jours de temps exceptionnel. Il fallait bien que ça arrive. Et ce qui est plus grave, car ici nous avons le court numéro 1 qui est bâché. Le court central, lui, est débâché sur sa moitié, sur une moitié de terrain, ce qui entraîne des dégâts considérables au terrain. C'est sûr, on ne rejouera pas au tennis ce soir, mais le terrain pourrait être très endommagé pour demain, car avec la pluie, l'argile et la terre se mélangent, le terrain devient très dur et ce sera très difficile demain de rendre ce court de nouveau praticable. On vous retrouve de toute façon à la fin du journal, Dominique. L'impuissance et le désarroi de l'État italien apparaissaient ce matin au grand jour lors des obsèques du juge Falcone, assassiné avec sa femme et ses 3 gardes du corps. Une mafia plus que jamais impunie, des hommes politiques raillés, insultés par la foule en colère et toujours pas de président de la République. Hervé Dino. 2 cercueils recouverts de la robe et de la coiffe de la magistrature, dérisoire symbole d'une justice plus que jamais bafouée. Aux côtés des dépouilles du juge Falcone et de son épouse, elle aussi magistrat, 3 autres cercueils, ceux des gardes du corps, recouverts du drapeau d'une république italienne en plein chaos. Aujourd'hui, les Italiens n'accordent plus aucun crédit à une classe politique qui chaque jour donne le spectacle de son incurie. Malgré 15 jours de scrutin, les députés ont été incapables de désigner un successeur à Francesco Cossiga, le chef de l'État démissionnaire, et l'Italie n'a plus de gouvernement depuis un mois. À la fin de la cérémonie religieuse, la femme d'un des gardes du corps tué lors de l'attentat a apostrophé publiquement les hommes de la mafia. La voix brouillée de larmes, elle leur a crié « Vous ne changerez jamais ». En écho à sa douleur, la foule massée à l'extérieur et à l'intérieur de la cathédrale a copieusement hué et insulté les leaders politiques qui assistaient aux obsèques. En signe de deuil, les 3 grandes centrales syndicales ont de leur côté lancé une grève d'1 heure dans toute l'Italie et à Palerme, où le juge Falcone, durant 10 ans, a lutté contre la mafia, la vie a arrêté son cours. Les moyens mis en œuvre pour abattre le juge Falcone, pourtant bien protégé, témoignent de la puissance des criminels et intrigues. Fallait-il que le juge menace des intérêts importants ou découvre des liens étranges
pour qu'un tel massacre soit organisé, sans doute. Si l'on se fonde sur le sentiment de juge Falcone avant sa mort, le magistrat déplorait de voir l'État italien gangrené à ce point par le milieu du crime. Il le disait récemment lors de l'un de ses entretiens avec Clément Veirenal. Écoutons-le. Soprattutto la sua forte coesione, la sua forte impermeabilità alle indagini, determinata anche da una struttura organizzativa estremamente coesa. Distorsione significa che dovunque non c'è trasparenza, dovunque c'è clientelismo, dovunque c'è parassitismo nella macchina statale o nella macchina pubblica o in genere nelle attività del mercato economico, lì molto probabilmente si può annidare una fonte di guadagni mafiosi. À 23h10, FR3 vous proposera un document de Marcel Padovani et de Claude Goretta sur le juge Falcone et sur la mafia. Pierre Mauroy se défend d'avoir chargé, je le cite, Bernard Tapie à un moment difficile pour lui. L'ancien Premier ministre veut ainsi atténuer l'effet de ses propos dominicaux sur Bernard Tapie et sa mise au point illustre le malaise de la majorité présidentielle que la majorité ressent aujourd'hui. La nouvelle génération est ainsi montée au créneau pour refuser ce qu'elle perçoit comme une curée. Daniel Sportiello, Christian Mez. Trop, c'est trop. Nombreux sont ceux aujourd'hui à gauche que les multiples lâchages dont Bernard Tapie a fait l'objet chez les cadres du PS ce week-end ont mis mal à l'aise. Le plus amer, mais aussi le plus sévère, est sans doute celui à qui cela rappelle des souvenirs personnels, Brice Lalonde. De la part de ceux qui étaient allés le chercher, quand ils en avaient bien besoin en Provence, ensuite de se précipiter là, comme ça en dire « oulala, on l'aime pas, c'est pas notre tasse de thé », ça c'était vraiment mesquin alors, pour le coup. C'est pas un beau spectacle. Hein. Malaise perceptible aussi sur les bords du gouvernement, même si la discrétion y est de rigueur. Je préfère les amitiés moins rapides mais plus constantes. Il avait et il a une générosité, une approche des problèmes, notamment des problèmes de la jeunesse et de la jeunesse des milieux les moins favorisés, qui est une originalité. L'ayant connu quand les choses allaient bien pour lui, je ne serais certainement pas de ceux qui l'abandonneraient quand les choses vont mal. Mais maintenant, c'est à la justice de faire son travail avec honnêteté et sérénité. Du coup, même au PS, on s'efforce de corriger le tir et on se défend d'avoir lâché Tapie. Nous ne voulons pas le charger et nous n'avons pas à le faire. Je suis très ferme là-dessus. Tapie a été choisi comme faisant partie d'un gouvernement. Il a apporté à ce gouvernement sa manière de voir les choses, une culture politique, une approche des problèmes qui n'est pas la même que la mienne ou celle de Pierre Mauroy, c'est évident. Mais pourquoi douter de sa bonne foi et de sa sincérité? Consolation paradoxale en somme pour Bernard Tapie, qui réussit ainsi pour la première fois à faire une telle unanimité à gauche. Bernard Tapie n'a pas été remplacé, le bureau du ministre de la Ville est donc vide de tout occupant. Mais si l'on en croit Pierre Bérégovoy, il y aura toujours une politique de la ville. Menée par qui? Menée comment? Réponse de Jean-Baptiste Prédaly. Grille refermée au ministère de la Ville aujourd'hui. Il n'y a plus de ministre. Le dossier de la ville est désormais entre les mains de Pierre Bérégovoy à Matignon. Message, la ville et les banlieues restent une priorité du gouvernement. Décembre 90, 3 mois après les émeutes de Vaux-en-Velin, François Mitterrand annonce la création d'un ministère de la ville. Confié à Michel Delbarre, c'est une structure originale. Peu d'administration, mais un rôle de coordination entre tous les ministères concernés. Avec Michel Rocard, puis avec Édith Cresson, les visites sur le terrain se multiplient. Une loi sur la ville est adoptée il y a 1 an. La délégation interministérielle à la ville se trouve renforcée. Elle hérite aujourd'hui de l'application du plan Tapie, annoncé il y a moins d'1 semaine. Ce soir, SOS Racisme s'inquiète de la disparition du ministère de la Ville, un ministère placé par Bernard Tapie au centre de l'intérêt des médias. Après sa démission, la politique de la ville reste en chantier. La chronique sociale est faite elle aussi de quelques turbulences. À Agen, les agriculteurs ont manifesté et bloqué les accès à la ville. Plusieurs centaines de paysans appartenant au syndicat communiste MODEF et à la coordination rurale ont de nouveau protesté contre la réforme de la politique agricole commune. Il n'y a pas eu d'incident, mais une grande tension règne dans la ville. À Nice, des commerçants et artisans ont réagi vivement à la mise en vente aux enchères de la maison d'un maçon. Celui-ci n'était pas à jour de ses cotisations. Plusieurs centaines d'adhérents de la Confédération de défense des commerçants et artisans sont allés brûler plusieurs milliers de dossiers de contentieux à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans. Reportage de Jean-Bernard Vitiello et Fernand Divol.
Plus de 400 commerçants, artisans et travailleurs non salariés venus de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont détruit ce matin des milliers de dossiers de cotisants, de retraités et d'aides sociales de l'AVA, l'assurance vieillesse des artisans dans le quartier d'affaires de l'Arenas à Nice. Les manifestants ont ainsi violemment protesté contre la procédure de vente prévue demain par le tribunal d'instance de Toulon de la maison d'un maçon varois afin de régler des cotisations vieillesse obligatoires que celui-ci ne versait plus à sa caisse de retraite. Sur l'ensemble de la France, les commerçants et artisans sont en fait plusieurs milliers à ne plus payer leurs cotisations depuis longtemps, car ils contestent le système par répartition de leurs caisses qui, selon eux, n'est plus capable de leur assurer une retraite décente. Depuis 1968, des commerçants, des artisans, des agriculteurs et des professions libérales, c'est-à-dire des travailleurs indépendants, ne payent plus leurs cotisations retraite. Alors, étant en grève, nous ne payons plus, mais nous avons également, avec nos avocats, nous en avons une vingtaine, entamé une action judiciaire, en pénal, au niveau européen, pour avoir une réforme de ces caisses. Le comité de défense des commerçants et des artisans explique en fait qu'ils sont de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités, d'où le déficit de leur caisse vieillesse. Le recours qu'ils ont entamé devant la Commission européenne de justice, c'est tout simplement pour avoir le droit de cotiser librement à d'autres caisses ou à des organismes privés. La première décision européenne devrait intervenir le 10 juin prochain. Enfin, les médecins de la Confédération des syndicats médicaux français ont demandé au gouvernement de bien s'inspirer de l'accord conclu sur les maîtrises de dépenses de santé et de ne pas le dénaturer dans le projet de loi. Sinon, explication de Marie-Hélène Tichou. En février, le premier syndicat des médecins de France, la CSMF, signe un accord conventionnel avec la Sécurité sociale pour essayer de maîtriser les dépenses de santé. Cet accord a abouti à un projet de loi. Aujourd'hui, le président de la CSMF dénonce ce projet de loi qui, selon lui, dénature la convention. Nous avons négocié avec les caisses, et d'ailleurs avec l'accord des ministres, M. Bianco, M. Telade, un système de régulation qui amène les médecins à être plus stricts dans leur comportement, mais qui laisse la possibilité à chaque médecin individuellement de soigner les malades qui lui demandent des soins. Et là, on bascule dans une maîtrise impérative, automatique et administrative. C'est pas ce que nous avons négocié. Si ce texte de loi a été voté tel qu'il est rédigé, le système que nous avons négocié est complètement dénaturé, et donc nous dénonçons notre signature. La Confédération syndicale des médecins de France se prononce aussi pour une maîtrise des dépenses de la sécurité sociale et non pas pour une maîtrise des dépenses de santé. Cette nuance n'est pas sans importance. Selon les syndicats des salariés, ne maîtriser que les dépenses de la Sécu revient à instaurer une médecine à deux vitesses. Ce sera aux parlementaires de trancher. L'opposition a déjà demandé un report du débat à l'Assemblée. Le problème des sans-abri se pose à nouveau à Paris. Plusieurs centaines de personnes, dont 300 enfants, campent depuis jeudi sur l'esplanade du château de Vincennes. Elles sont pour la plupart d'origine africaine et ont été expulsées de leur logement insalubre. Récit d'un face-à-face tendu entre cette communauté sans toit et les forces de l'ordre, par Pascal Sceaux et Patrick Goupillon. La pluie après le beau temps. Entre orage et coups de soleil, la vie sur l'esplanade de Vincennes. De nouveaux arrivants ont rejoint les 52 familles installées ici depuis vendredi, mais toujours pas de tente pour s'abriter, toujours pas de point d'eau. Nous, on ne peut pas rester comme ça avec les enfants sans d'eau. Regarde le soleil là, comme ça brûle. Nous, on ne peut pas rester comme ça. Quatrième jour sur l'esplanade, quatrième jour d'épreuve de force. D'un côté, les CRS, qui ont ordre d'empêcher l'installation de tentes ou de postes à eau. De l'autre, les associations qui veulent secourir les familles. Hier après-midi, le maire communiste de Fontenay veut protéger l'installation d'une tente Emmaüs. Il est molesté. Et les familles restent pour l'instant cantonnées sur le périmètre de l'esplanade. Au départ, nous avions 30 couvertures qui étaient autorisées. Maintenant, il y a un peu plus de couvertures, mais toujours est-il qu'il y a toujours cette prise d'otage d'enfants qui est en train de se faire du fait du ministère de l'Intérieur, du fait des autorités de police, et c'est eux qui engagent cette épreuve de force. Côté négociation, c'est l'impasse. Une délégation a reçu une fin de non-recevoir à l'hôtel de ville. Seule la préfecture de Paris a promis l'envoi d'une mission sanitaire. Beaucoup travaillent à Paris, certains pour la mairie, ils sont prêts à ne pas bouger. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut continuer jusqu'au-delà. Il y a des milliers de gens qui attendent un logement dans la légalité. Ce serait profondément injuste et immoral de reloger ceux-ci au détriment de ceux qui attendent depuis longtemps un logement.
Dès hier, la mairie de Paris a demandé leur expulsion. En attendant, les familles remplissent de nouveaux dossiers de demande de logement. À Nice, en une seule semaine, 6 personnes auraient été tuées par un seul et même mal, la drogue. Ce drame inquiète la police. L'usage de l'héroïne s'amplifie sur la Côte d'Azur. Les pays les plus tranquilles sont confrontés à ce grave problème. C'est le cas de la Suisse, qui a imaginé, pour y faire face, une méthode pour le moins controversée. Au lieu de désintoxiquer les toxicomanes, que fait-elle? Elle les accueille et les aide elle-même à se droguer. Caroline Sins et Bernard Cohen se sont rendus à Berne. Leur reportage est impressionnant. Il n'est peut-être pas utile que les enfants le regardent. Un parc du centre-ville fermé par des barbelés. Pendant 2 ans, des centaines de toxicomanes s'y sont piqués en toute liberté. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans la rue et le marché continue. Le gouvernement dépassé essaye de les éloigner. On a, pour l'instant, pour les rassembler, pour leur donner un lieu de séjour, on a des chambres où ils peuvent s'injecter leur drogue. Mais là aussi, il y a une assistance sociale, il y a des boissons chaudes. Ils peuvent être pris en charge. Il y a des gens où ils peuvent poser des questions et qui les aident. Voici l'une de ces chambres, un local ouvert de 16h à 22h pour les accros aux drogues dures. Cette pièce, appelée chambre de shoot, ne désemplit pas. Ici, on vient se piquer propre à l'abri des regards. Alors je viens ici pour essayer de trouver de la drogue le moins cher possible. Et puis pour me piquer tranquillement parce qu'il y a beaucoup trop de problèmes avec la police si je me pique dans les toilettes publiques ou dans la rue. Ils ont entre 15 et 25 ans, sans travail, souvent sans domicile. Leur vie se résume à ces shoots quotidiens à l'héroïne. Ici, ils trouvent des seringues, des tampons, des cuillères. Tout pour un shoot hygiénique. Mais beaucoup se piquent même devant la porte, sans aucune précaution. J'étais fâché, j'ai dit t'auras rien. Je t'ai dit attends que je finisse mon shoot et que je te donne la pompe. Pour acheter, tout se passe autour de ce local. Tous les dealers sont là. Depuis la fermeture du parc, le trafic se fait là, malgré la police. Les prix ont triplé, 1 gramme d'héroïne se vend 1200 francs français. L'unique souci de ces jeunes, c'est en trouver. Et le médecin présent dans le local est impuissant. Est-ce que beaucoup de gens qui viennent ici ont envie de s'arrêter? Non, ici pas, je pense pas. Ici, le but, c'est de chercher l'aide médicale, de faire son chute dans un endroit calme ou de rencontrer des autres dépendants. Est-ce que vous avez déjà pensé un jour à vous arrêter, à décrocher? Pour moi, non, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt la mort qui va me prendre. Les ghettos de la drogue semblent être pour l'instant la seule solution d'un gouvernement désemparé. À Berne, capitale de la Suisse, ce qui compte, c'est sauver les apparences. Demain, Caroline Sins et Bernard Cohen vous proposera une autre facette de la lutte contre la drogue. Ensuite, une lutte qui réussit quelquefois et qui passe précisément par de la désintoxication qui est menée souvent par des anciens drogués. Les autres événements qui se sont produits dans le monde sont résumés par Joël François Dumont. Barcelone, une nouvelle fois en état d'alerte après l'explosion ce matin d'une bombe dissimulée dans un sac poubelle, faisant 15 blessés. À 2 mois des Jeux Olympiques, la capitale catalane vit sur les dents après les menaces lancées par les mouvements séparatistes basques de l'ETA et catalans de Terra Lliure. Cet attentat intervient après toute une série d'incendies criminels qui ont été allumés au cours du week-end dernier. Des avions et des hélicoptères d'assaut israéliens ont attaqué ce matin à 60 km au sud de Beyrouth un bastion du Hezbollah, tuant l'un de ses chefs et les membres de sa famille. C'est le 7e raid lancé au cours de ces 5 derniers jours, après l'attaque mardi dernier de l'avant-poste de l'armée du Liban Sud, pro-israélienne. Pendant ce temps, les autorités de Jérusalem ont préféré isoler la bande de Gaza pour éviter de nouveaux incidents. Le nouveau président autrichien a été élu hier en ralliant 57% des suffrages. Thomas Klestel a donc battu son adversaire, le social-démocrate Rudolf Streicher.
C'est une victoire très confortable pour ce conservateur du Parti populaire qui succédera le 8 juillet prochain à Kurt Waldheim. Pour ce diplomate de carrière, la première tâche sera de rompre 6 années d'isolement en ramenant l'Autriche dans le concert des nations européennes. Vote protestataire à Berlin pour ces premières élections municipales libres depuis 1946. Les électeurs berlinois ont délaissé les deux grands partis allemands, le SPD et la CDU, au profit des extrêmes. À gauche, les Verts recueillent 13% des voix, les anciens communistes 11% et l'extrême droite 8%. Pas de majorité donc à Berlin pour les partis traditionnels jugés incapables de maîtriser l'immigration et le coût de la réunification. Et au Proche-Orient, précisément, je l'apprends à l'instant, les relations se dégradent entre Israël et la Syrie. Si Israël impose la guerre, dit aujourd'hui Damas, eh bien la Syrie l'affrontera. Une polémique s'amplifie actuellement dans le monde de la Formule 1. Certains, lassés par la ronde monotone des bolides, réclament un changement au nom du spectacle nécessaire. L'exemple modèle, la course modèle à leurs yeux, Indianapolis. Eh bien, cette course s'est déroulée hier. Pour la première fois depuis 50 ans, un Français a participé à l'épreuve. Didier Balèze et Patrick Milliérou l'ont suivi. Indianapolis représente la légende et la démesure américaine. Sur un ovale de 4 km, les meilleurs pilotes du monde s'affrontent sur 200 tours. Pour la première fois depuis 50 ans, une écurie française, Formula Project, participe à l'épreuve. C'est Philippe Gache qui va lutter contre les stars de l'Indy à plus de 350 km/h. Depuis les premiers essais d'avril, la tension monte. Les derniers warm-up du jeudi seront suivis par plus de 100 000 personnes, ce qui portera à 1,5 million le nombre de spectateurs ayant franchi l'enceinte mythique. Aux États-Unis, toute manifestation de renommée internationale donne lieu à une immense parade payante. Vendredi, les pilotes traversent la ville de part en part. Des centaines de milliers de familles attendent des heures sur le bord de la route afin de saluer les héros. Dimanche matin, 8 h, présentation des pilotes et du trophée au public, suivi par un défilé des meilleures écoles de musique de l'État d'Indiana. C'est géant de courir ici, mais Indianapolis, c'est une maîtresse diabolique qui ne pardonne jamais l'erreur. 120 pays vont suivre la compétition en direct. Dans quelques minutes, la plus grande course du monde va débuter. Les bolides de 750 chevaux vont s'élancer pour une fantastique empoignade. 4 virages, une trajectoire au millimètre. La moindre erreur peut être fatale. Problème de pneus ou de moteur, crash en série du jamais vu à Indianapolis. Plus de la moitié des voitures en course ont été accidentées. Parmi les favoris, Fittipaldi, Rick Mears, Mario Andretti, Ben Tausen. Et pour les Français, Philippe Gache qui lui aussi s'est fait une belle frayeur. En effet, au 61e tour, crevaison d'un pilote. Gache, contraint de ralentir, se trouve déstabilisé. C'est l'accident. Le choc est terrible. L'épave en témoigne. Gache constate les dégâts, choqué mais indemne. Un rêve brisé? Non, c'était pas un rêve brisé du tout. C'était un rêve tout court. Formula Project et moi-même avons vraiment le souhait de revenir ici pour un championnat complet, ainsi qu'Indianapolis. FR3 reçoit en ce moment une pluie de récompenses après le prix Albert Long décerné à une équipe de Thalassa. Le prix Média Environnement a été remis à 2 confrères de notre rédaction d'Orléans, Paul Boucheneau et Jean-Paul QF. Ils ont été remarqués pour une série de reportages sur la Loire, l'agriculture biologique et le Burkina Faso. Bravo Orléans. Fin de ce 19-20. Marc Hautement vous donnera d'autres informations à 22h53. Florence Klein à 20h pour le temps. À demain 19h. Bonsoir.